Allez, du coup, je vais enregistrer et puis on va pouvoir y aller. Hop. Eh ben, bonsoir à tous et merci à ceux qui sont déjà présents en direct. Et pour les autres qui auront droit au replay, bienvenue à vous aussi. Donc ce soir, une petite session autour de la pression. Et ce que je veux aujourd'hui avec vous, c'est dédramatiser en fait cette notion de pression et de voir un petit peu ce que ça amène chez nous et surtout d'aller voir comment on peut, avec ce qu'on a et notamment cette intelligence émotionnelle et toute cette capacité de la gestion émotionnelle à venir la contrer et même au-delà de la contrer, même d'en faire une force, voire même un tremplin parce que moi, j'ai dans l'idée, et je l'ai déjà constaté plusieurs fois, que la pression, elle est nécessaire. Et sans ça, on n'arrive pas à être au meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc, tout de suite, sans plus attendre, je vous propose bah, comme c'est de coutume dans ce genre d'atelier, c'est déjà à qui est destiné cet atelier, pour voir si vous êtes à la bonne place. Alors, cet atelier, aujourd'hui, je le dédie vraiment à un public qui est très large, que ça soit des sportifs, des dirigeants, des entrepreneurs ou des leaders. En fait, c'est toute personne qui, à un moment donné, va se retrouver dans sa vie à confronter à des situations qui sont un petit peu stressantes, qui vont parfois limiter leur capacité et leur performance. Et donc, si vous êtes dans ce genre de personnes, alors vous êtes au bon endroit. Mais c'est surtout des personnes qui ont envie d'avancer, de passer à un niveau supérieur, mais sans se cramer, parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'important, cette notion de durabilité et de pouvoir rester longtemps dans ce qu'on produit. Euh, pour moi, qui vient du sport de haut niveau, avoir une performance de pointe, je dirais, c'est presque facile. Et par contre, se maintenir, eh ben, c'est là que ça devient compliqué. Comment je fais pour conserver mon niveau de performance dans le temps et voire même l'augmenter. Donc voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de passer à l'action et voire même de changer leurs habitudes pour réussir. Réussir ce qu'elles ont envie d'entreprendre. Ça peut être un projet perso, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet sportif, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir en soi quelque chose qui nous anime, qu'on a envie de porter et que bah, on sent qu'à un petit moment, eh ben, on a des points de blocage, des points de friction. Voilà. Donc, globalement, hein, c'est des personnes qui sont plutôt ambitieuses, motivées et qui vont être ouvertes au changement. Pourquoi? Parce que bah, on va peut-être venir challenger et bouger quelques lignes, parce que bah, c'est pas en restant où on est tranquillement qu'on va pouvoir aller vers ce qu'on veut. Parce que si nos objectifs devant ne sont pas challengeants et nous poussent pas un peu, et ben, finalement, assez régulièrement et très rapidement, on va s'apercevoir que on les laisse de côté. Voilà. Alors, maintenant que on sait un petit peu à qui est destiné cet atelier, juste pour vous informer et pas vous prendre hein, à découvert à la fin de cet atelier, je vous ferai une proposition pour rejoindre un séminaire que j'organise au mois de novembre. Et donc, les personnes qui voudront partir à ce moment-là pourront bien évidemment le faire. Sinon, bah, je vous présenterai ce que je vous propose à la fin. Donc, voilà. Donc, qui suis-je? Alors, j'ai la chance d'avoir quelques personnes qui me connaissent pas forcément aussi bien que d'autres. Et bah, du coup, moi, je suis Sylvain Charras. Alors, je m'aperçois que mon slide n'a pas été mis à jour, mais c'est pas grave, puisque cet été, j'ai gravi quelques matchs internationaux supplémentaires. Donc, je suis arbitre international de touch rugby depuis 2010. Et aujourd'hui, j'arrive à quasiment 190 matchs internationaux. 190 matchs internationaux, c'est 16 ans au plus haut niveau, sans interruption. Et donc, vous voyez bien cette notion de durée, de s'inscrire dans la durée, c'est quelque chose qui, pour moi, est vachement important. Au cours de ces 186 matchs, il y a plein de matchs importants, mais j'ai eu notamment 11 grandes finales internationales, avec en point d'orgue une finale de Coupe du Monde il y a quelques années en Malaisie, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont vraiment deux pays forts dans mon sport. Et c'est des moments qui, vous vous en doutez bien,
viennent nous challenger et nous amènent une certaine pression. En règle générale, l'arbitrage en lui-même va nous amener à une relation un petit peu particulière avec cette pression-là, parce que on entend beaucoup dire que dans l'arbitrage, on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est là où commence la première pression qu'on va se mettre. On y reviendra un tout petit peu après. Alors, dans mon parcours sportif, j'ai eu l'opportunité d'être directeur technique de l'arbitrage, d'abord en France. C'est un sport qui était assez récent et donc il a fallu tout construire. Et une fois qu'on a structuré en France, ben, j'ai eu l'opportunité de le faire au niveau européen. Et cette opportunité de structurer, de développer quelque chose à l'international sur 19 pays, c'est vraiment des choses qui vont bien au-delà du sport. On est dans tout cet accompagnement pour vous, les dirigeants, les leaders, voire même les entrepreneurs qui veulent vraiment grandir. Et donc, en parallèle de ça, parce que une carrière d'arbitre, ça ne fait pas vivre, eh ben, j'ai eu une carrière professionnelle. Cette carrière professionnelle, aujourd'hui, vous en voyez l'iceberg, la partie émergée, de coach en préparation mentale, où j'accompagne dans tous les domaines et tous les niveaux de personnes, que ce soit le sport, l'entrepreneur, le cadre, le dirigeant, le manager, et vraiment sur tous ces aspects de gestion de l'émotion et de la performance, qu'elle soit individuelle ou collective. Et tout ça, eh ben, on fait que dans, plutôt dans ces accompagnements-là, j'y amène tout mon parcours sportif, mais aussi mon parcours professionnel, hein. Bon, je vais tracer quelques grandes lignes. Manager transverse en entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de management hiérarchique, il faut embarquer les gens, il faut faire preuve de leadership pour que les gens vous suivent. Vous, et là, on est pareil dans le sport où il y a beaucoup de bénévolat. Et j'ai l'habitude de dire, si un jour vous voulez tester votre leadership, allez dans le bénévolat. Parce que les gens, ils ne vous suivent pas parce qu'ils sont obligés, parce que vous êtes leur manager hiérarchique. Ils vous suivent parce que vous les inspirez et vous les emmenez avec vous. Et donc, c'est vraiment ça que moi, je vous invite à faire si vous voulez vraiment tester vos aptitudes de leader et de leadership. En plus, bon, la France vit majoritairement dans le sport, du moins avec ses bénévoles. Et puis, bah, du coup, j'ai aussi des rôles de facilitateur. Tout ce qui est de l'animation collective pour construire les équipes, pour faire en sorte, et de l'amélioration de l'équipe, tout ça, c'est du rôle de facilitateur et aussi de l'accompagnement en pilote de transformation métier, où on transforme les façons de travailler dans les entreprises. Et donc, c'est vraiment tout ça que je mets au service des personnes que j'accompagne au quotidien. Et donc, c'est ce que je me propose aujourd'hui de voir avec vous. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé et du coup, j'ai soif. Et donc, j'ai envie de vous faire travailler un petit peu et que vous me disiez, soit dans le chat, soit parler, si vous voulez prendre le micro, c'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées la dernière fois que vous vous êtes retrouvé à pratiquer sous pression. Avoir cette sensation d'un poids qui vous limite ou quelque chose qui n'est pas fluide et que vous avez dû travailler, avancer là-dessus et de partager un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Il, il veut se lancer, soit Ben, dans moi, le je vais chat, soit... commencer. Mais moi, je vais commencer du coup. Alors, c'était pas si vieux en fait, c'est assez récemment. En fait, la pression du temps. Beaucoup de choses à faire, Ouais. beaucoup de choses à gérer, malgré une organisation, alors que j'aurais certainement pu optimiser. Mais vraiment un sentiment d'être dépassé par les événements, en fait, de ne plus rien Mhm. contrôler et de, comment dirais-je, du coup, de perdre confiance, en fait, un peu aussi, de perdre confiance. Et là, bon, alors j'ai quelques techniques quand même dont je me Mhm. sers bien pour me recentrer, prendre un temps, respirer et voilà. Et puis aussi m'organiser en fait et faire une chose à la fois, aussi simple que ça, pour justement faire tomber un peu la pression. Mhm. Voilà, c'est expérience tout à fait récente.
Oui, mais effectivement, et c'est pas étonnant. Stéphanie nous met à peu près la même chose dans le chat pour préparer la certification, manque d'organisation et de gestion du temps. Et donc, effectivement, l'un des enjeux quand on est sous pression, c'est que souvent, on perd la lucidité et le plan. Comment j'y vais, comment j'avance. Et, et forcément, quand tu dis que tu as des techniques, on en a tous des petites techniques. Et forcément, ce qui va être important pour moi dans ces moments-là, c'est de comprendre d'où vient cette pression. En fait, pourquoi à ce moment-là, je me retrouve dans une situation où ça vient m'attaquer. Parce que globalement, je ne peux pas me défendre contre quelque chose que je ne connais pas. Et c'est vraiment là, pour moi, la première étape de ce que je vais vous partager. Euh, c'est l'identification des facteurs de pression. Alors, moi, je le présente sur un acronyme. Euh, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les acronymes. L'acronyme, c'est CAP. Est-ce que tu es cap de gérer la pression? Dans le sport, la pression au début de match de tennis, difficile de mobiliser les jambes. Euh, Effectivement, Stéphanie, au-delà de difficile de mobiliser les jambes, je t'invite à aller vraiment chercher quel était l'enjeu que tu mettais autour de ce match de tennis. Et tu vas voir que l'enjeu est l'un des facteurs de la pression. Donc, pour retenir vraiment la cape de la pression, c'est pour moi ces quatre grandes familles qui vont venir influencer sur sur l'environnement, sur la situation. Parce que il y a des choses que l'on apprend à différents moments, et notamment dans certaines formations, c'est que le problème n'est jamais la situation, mais toujours la relation que l'on a à la situation. Et donc, le fait de comprendre la situation et de comprendre ce qui se joue en moi va me permettre de pouvoir adapter mon comportement. Et on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que souvent, dans la pression, dans l'urgence, on va rentrer dans un mode de pilote automatique où finalement, on va plus rien contrôler. Et l'un des enjeux pour moi, c'est vraiment de faire ce stop pour pouvoir agir sur soit mes pensées, mes émotions ou mes comportements, qui sont pour moi la clé pour se réaligner et avancer, parce que des résultats qui sont inadaptés ne sont que la conséquence d'un comportement qui n'est pas le bon dans la situation réelle. Ce comportement, il est induit par des émotions et des pensées. Et donc, c'est important, quand on est dans une situation de pression, de se poser pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dehors, en dehors de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment la suite c'est vraiment la suite de ce qu'on va voir ici. Alors, cap, comparaison, attente externe, l'enjeu et le perfectionnisme. Il y a pas, je pense que ces quatre choses-là, vous les aviez déjà en visibilité, vous les connaissez toutes. Maintenant, on va aller un petit peu chercher un petit peu ce que moi je mets derrière. Alors, l'un des premiers facteurs qui va nous permettre de se confronter à la pression, c'est cette envie de se comparaison, de comparer, de se comparer. Alors, on va se comparer à beaucoup de choses. Tu parlais notamment, Stéphanie, du tennis. Et pour moi, le tennis est un exemple fabuleux. Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà baladé dans le clubhouse d'un club de tennis? Alors, les gens, ils ne s'appellent pas par leur prénom ou par leur nom. Ils s'appellent par leur classement. Bonjour, je suis 15-3. Bonjour, je suis 4-6. Bonjour. Moi, je suis au top niveau. Je suis négatif. Et là, on touche le pompon. Le mec, il dit, je suis au top niveau et parce que je suis négatif. Mais c'est là qu'on a une difficulté, en fait, parce que je me compare à quelque chose, au classement. Alors, je suis intervenu dans un club de tennis. J'avais 40 personnes dans la salle. J'ai eu le malheur de poser une question. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer comment est calculé le classement? Je te vois rigoler, Stéphanie.
Il n'y en a pas un qui a été capable de me dire comment était calculé le classement. Par contre, tous les lundis matins, ils regardent s'ils ont fait plus ou moins dans le classement. Et je peux vous dire que ça leur met une sacrée pression. Cette relation au classement, et alors là, ça vient toucher encore autre chose, à une question d'identité, et donc cette comparaison à l'autre. Mais on a aussi, dans cette notion de comparaison, par rapport à des chiffres. Tiens, j'avais prévu de faire tant de choses, ou j'avais prévu de mettre tant de temps pour faire ça. J'ai mis plus de temps, je suis en retard, je suis en avance. Je me compare par rapport à un plan et je ne suis pas au bon niveau. Et là, forcément, ça va nous dire, ça va venir nous pressuriser. Et puis, cette comparaison constante à l'autre et à l'environnement. Euh, Pourquoi lui, il avance, pourquoi il avance pas? J'étais encore avec un entrepreneur il n'y a pas si longtemps que ça qui me disait, je ne comprends pas, il y a Thérèse là, depuis qu'on a travaillé ensemble au séminaire, elle a fait x2 sur son chiffre d'affaires, et moi, bah, j'arrive pas à signer le client. Ben ouais, mais Thérèse, elle y passe 12 heures par jour. Et toi, tu as une activité salariée et tu as des enfants et tu ne peux pas y consacrer plus de 2 heures par jour. Donc, c'est normal que tes résultats ou ces choses-là ne soient pas à au même niveau qu'elle. Et c'est bien ça qui est important pour moi, c'est d'aller se fixer ses objectifs en fonction de ce que nous, on peut faire. Globalement, sur cette comparaison, si vous devez retenir qu'une chose, c'est on compare toujours l'avant-scène de la personne avec notre arrière-scène. Et, et, et donc, on voit toujours toutes nos difficultés et on ne voit que la réussite de l'autre. Mais pourtant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière, quels sont les travaux, tout ce qui se passe derrière. C'est pareil. Vous pouvez prendre la métaphore du cygne ou du canard. Vous savez pourquoi on parle du cygne ou du canard? Ah, c'est très simple. Vous avez déjà vu un cygne sur un étang? C'est calme, hein? Ben, il ne faut pas regarder en dessous parce que pour se maintenir à flot, ben, je peux vous dire que ce n'est pas tel pagaille en dessous. Et ça avance vite. Mais pour se maintenir à flot, au-dessus, on ne voit rien. Et ça, c'est vraiment une vraie problématique parce qu'on ne voit que la réussite de l'autre sans voir tout ce qu'il a pu faire et son arrière-scène. Donc là, on est sur cette notion de comparaison. Le deuxième facteur, c'est, je dirais, tout ce qui touche aux attentes externes ou ce qu'on pense comprendre des attentes externes. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne attend de moi ou qu'est-ce qu'elle va penser si je ne réussis pas ou tiens, et si je ne fais pas ça, qu'est-ce qu'il va penser? Alors, on le voit beaucoup dans le monde du sport et des enfants, avec des enfants qui jouent ou qui font du sport parce que papa ou parce que maman, elle n'a pas réussi à aller au top niveau. Et on a des parents qui mettent des pressions énormes sur leurs enfants et les enfants se retrouvent complètement bloqués par cette peur de l'échec et surtout les attentes autour de l'autre. La peur de l'échec, celle-là, on se la crée tout seul. On se la crée tout seul parce que on a derrière ce jugement de l'autre. Je vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'il va penser? J'étais pas plus tard qu'hier avec une maman de 3 enfants qui était l'aînée de la famille. Alors, elle venait plutôt d'une origine africaine où l'aîné doit être le modèle. L'aîné n'a pas le droit à l'échec. L'aîné doit montrer la voie. Et du coup, elle s'interdisait d'échouer et donc n'arrivait pas à avancer. Simplement parce que dans sa lignée, dans son lignée transgénérationnelle, il y avait ça. Et en venant travailler sur cette partie-là, on va réussir à débloquer et à s'ouvrir parce que on casse ces codes et on casse ces croyances qu'il faut être toujours le modèle et ne pas échouer. Et donc, on joue petit, on joue petit bras. Non? Combien de fois vous avez joué au tennis en vous disant, il ne faut pas que je sorte la balle, il faut que je la mette dans le cours. Qu'est-ce qui se passe quand on dit ça?
Ben, soit on fait quand même la faute, on la met dans le filet, soit on fait une petite balle-molle au milieu du court et l'autre en face nous renvoie la balle dans un angle où on n'arrive pas à l'attraper et on a perdu. Ça, c'est vraiment une autre approche de jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre. Jouons franc jeu et allons jouer pour gagner et pour réussir. Donc ça, c'est la deuxième. Tout ce qui va toucher à ces attentes externes. Le P, c'est pour perfectionnisme. Allons chercher cette quête de l'excellence. Arrêtons de vouloir l'action parfaite. Parce que chaque fois que on va regarder au regard de la perfection, on va, se remettre une pression supplémentaire. Je ne peux pas y aller, c'est pas parfait. Ça va pas marcher, je ne suis pas arrivé au bout. Ça, c'est un vecteur de pression. Mais c'est aussi et surtout, a posteriori, un killer de confiance. C'est quelque chose qui va venir tuer votre confiance. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Quand on est dans le perfectionnisme, on ne peut pas être satisfait. On est toujours et continuellement dans une autocritique très souvent excessive. On n'arrive pas à prendre le recul, à célébrer ce qui est bon pour pouvoir avancer et construire notre confiance. Le perfectionnisme, pour moi, je le raccroche aussi à cette notion de standard. Quels sont mes standards élevés? Et cette autorisation à ne pas être à son niveau de standard. C'est-à-dire que euh, je veux être là. Et tant que je ne suis pas là, je force. Je fais plus, je fais encore plus, et encore plus, et encore plus. Et le problème, c'est que quand je suis arrivé au niveau de mon standard, eh ben, je repousse mon standard et je remonte encore. Et du coup, chaque fois, je rentre dans ce cercle vicieux de la pression et d'en faire toujours plus pour avancer et aller chercher quelque chose de nouveau. Donc, le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux et vecteur de pression. Tiens, prenez là juste quelques instants pour voir dans vos actions ou quand vous êtes prêt à passer à l'action, à quel niveau de perfectionnisme ou d'excellence vous êtes. Eh bien, sachez que la confiance, elle ne fait pas la différence entre une action qui a été totalement réalisée, moyennement réalisée. Elle, ce qu'elle voit, c'est qu'on est passé à l'action et qu'on a fait quelque chose. Donc, avançons, c'est souvent ces petites choses invisibles qui ne font pas forcément de différence unitairement, mais qui vont nous amener à ce résultat qu'on veut. Le dernier, forcément, c'est généralement celui auquel tout le monde pense, l'enjeu. L'enjeu que je mets sur cet événement. L'enjeu, moi je le vois beaucoup, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, sur l'investissement personnel. Avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas ne pas réussir. Et là, bam, chape de plomb, l'impression qui me retombe dessus. Parce que on vient rajouter quelque chose à cet investissement personnel. L'investissement personnel, il doit être sur le chemin. Aimer le chemin. Le résultat n'est que la conséquence de tout ce travail, de tout ce que je vais avoir mis en place en amont. On est aussi sur des qualifications cruciales ou des matchs importants. Tiens, si je gagne ce match-là, j'ai la médaille. Ou si je suis bonne dans cette conférence, ça va m'ouvrir d'autres conférences. Ou si je peux réussir cette conférence, je vais pouvoir déclencher du business derrière. On est vraiment sur cet événement-là et l'importance que je lui donne. Et du coup, on est dans ce que moi j'appelle la batterie des et si. Et si, et si, et si. Et là, je peux vous garantir que si vous n'êtes pas dans le temps présent, dans la maîtrise de l'instant, il n'y a aucune chance que vous soyez au top de ce que vous pouvez faire en pensant à soit ce qui s'est passé avant, soit ce qui va se passer après. La seule chose qui compte, et ça je le tiens de l'arbitrage, c'est
là, ce que j'ai devant moi. Parce que la décision passée, je ne peux pas y revenir. Par contre, si je reste dessus, je suis certain de rater la décision d'après. Et donc, revenir dans cet instant présent, se refocaliser sur qu'est-ce qui est sous mon contrôle pour que j'avance. Et le dernier, je dirais c'est normal, c'est le niveau de compétition. Tiens, j'ai jamais fait une conférence devant 300 personnes. Jusqu'à maintenant, je faisais ça dans ma salle de bain devant ma glace, ça allait bien. De temps en temps, j'allais à la petite réunion d'entrepreneurs le vendredi matin devant 10 personnes, tout allait bien. Et là, bam, je passe à un niveau supérieur et, et ben forcément, il y a plus de monde, j'ai peur du jugement, et je me mets une pression supplémentaire. Donc, c'est à quel niveau de compétition? Je ne connais pas, c'est l'inconnu. On sait que l'inconnu, c'est l'un des facteurs de stress, et donc forcément, le stress est l'une des résultantes de la pression. Alors, généralement, hein, on n'a pas un seul de ces facteurs. On se retrouve forcément dans plusieurs. Et forcément, plus on va en avoir, plus mon stress va monter, plus ma pression va être forte. Et c'est là où il faut que je revienne tranquillement sur moi. Alors, j'ai repris, Florence, l'image du poussin. Et du coup, j'adore cette image que, que je présente ici. Euh, la pression, pour moi, c'est vraiment cet effet du coup de marteau sur la coquille du poussin. Si tu te laisses casser par cette pression-là, tu meurs. Et c'est ce qu'on trouve sur l'image de droite, avec l'ensemble de nos objectifs et de nos projets qui ont avorté. Ils étaient à peine nés, ils étaient même encore dans l'œuf. Vous vous reconnaissez peut-être dans cette quantité de projets qu'on peut avoir sur le côté, qu'on a commencé, qu'on n'a pas tout à fait fini, et qu'on a laissé à l'abandon. Et donc, l'enjeu de ce que moi j'ai envie de travailler, hein, globalement, c'est que cette gestion de l'émotion, de nos états internes, va être notre bouclier et va nous permettre d'éclore. Et quand cette coquille d'œuf, elle est cassée de l'intérieur, elle donne vie. Et elle donne vie à nos projets et à nos réussites. Et c'est vraiment ce que je vous propose de faire en allant d'abord commencer par se poser les questions de la performance. Alors, la performance, j'ai fait un petit peu de recherche académique et puis j'en ai fait ma définition. C'est déployer ses capacités physiques, techniques, tactiques et mentales pour mettre en œuvre une compétence acquise, quel que soit l'environnement, le contexte et l'enjeu. Bon, c'est pompeux. Donc moi, je préfère aller droit au but et donc je l'ai résumé comme ça. C'est réaliser ce que je sais faire quand je le veux. Ce qui est quand même vachement plus simple à comprendre. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, ce que je veux vraiment, c'est faire en sorte que quand j'ai besoin, quand je veux mettre en œuvre mes compétences, ce que je sais faire, eh ben, j'arrive à le faire et que je ne sois pas bloqué, entravé par mon environnement. Et moi, ce que je propose, c'est de venir travailler donc sur cette force intérieure. Cette force intérieure, cette singularité. Qu'est-ce qui est en moi va me permettre d'éclore et de sortir et d'aller vers mon destin. Cette force de l'intérieur, je la travaille beaucoup avec les émotions. Alors, pourquoi l'émotion est pour moi importante et la gestion émotionnelle est importante? Donc, si on prend une balance qui est équilibrée autour du stress, globalement, hein, je rappelle que le stress, c'est la résultante de la pression, puisque derrière, ça va me faire monter mon niveau de stress. Et ce niveau de stress, pour être performant, pour réussir ce que je veux faire, eh ben, il faut être plutôt équilibré. Et équilibré entre quoi et quoi? Il faut réussir à s'équilibrer entre la perception que j'ai de la situation. Donc, on parlait tout à l'heure de l'enjeu, on parlait de la perfection, de la comparaison, des attentes externes, et surtout de la perception des compétences, de mes compétences perçues. Et donc, forcément,
Euh, Qu'est-ce qui se passe? La pression, elle est un peu maligne. Et comme elle aime en plus nous pousser à bout, c'est que, un, elle va nous faire augmenter du côté de la perception de la situation. Donc, on va augmenter la difficulté à réaliser les choses et en même temps nous faire baisser nos compétences perçues. Donc, ce qui fait que plus j'ai un déséquilibre, plus je vais être dans l'incapacité de réaliser ce que je veux faire parce que mon stress va venir me bloquer. Et donc, pour rééquilibrer tout ça, l'outil que je vous propose, c'est d'aller travailler cette gestion des émotions. Parce que la gestion des émotions, et notamment tout ce qui va toucher à l'intelligence émotionnelle, va venir travailler sur cette affirmation de soi, cette connaissance de soi, cette perception de soi, et donc va nous permettre de remonter notre estime de nous, et donc nos compétences perçues, mais aussi savoir prendre de la distance et ramener la perception de la situation sur des faits et non plus être embarqué par nos croyances qui deviennent des interprétations. Et donc là, on a vraiment cette intelligence émotionnelle, cette gestion des émotions qui va venir rééquilibrer cette balance des choses-là. Est-ce que là, vous suivez encore? Et est-ce que vous avez des questions, des points que vous voulez que j'éclaircisse? Oui, moi j'avais une question sur le stress parce qu'on parle de stress positif, de stress négatif, ce genre de choses. Ouais, Et en fait, bah, c'est vrai que dans certaines situations de stress, comme le dit Stéphanie, en fonction de la pression, etc., bah, on peut s'en servir aussi comme point d'appui pour avancer, en fait. ouais. Probablement que ça dépend de la gestion qu'on en fait, nous, enfin, ce que ça génère de positif ou de négatif en nous, en fait. Ça doit être quelque chose de cet ordre-là, Alors, non? je te demande juste quelques secondes. Je vais ramener un autre slide que j'ai pas là, mais que Ok. pour t'expliquer la notion du stress, qui va être liée à beaucoup de choses. En fait, tu as Le stress, effectivement des gens t'as effectivement des gens, pardon Sylvain, mais qui ont besoin de cette pression en fait pour avancer en fait. Enfin, je parle notamment dans le sport plutôt, mais je pense que c'est dans tous les domaines de vie. Quelqu'un ouais. qui fonctionne à ça, La réponse, elle est dans la c'est- courbe que je vais te faire voir, Stéphanie. ouais. Tu vas voir. C'est-à-dire que cette courbe, elle présente le niveau de performance au regard du niveau de stress. D'accord? Et donc, euh, forcément, notre courbe de stress, elle va faire comme ça. Et notre niveau de performance va être comme ça. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de stress, on ne va pas être suffisamment activé et on ne pourra pas donner le meilleur de nous-mêmes. Et pareil, si on a trop de stress, on va être bloqué et on va perdre nos moyens et on ne va pas donner le, le meilleur de nous-mêmes. Et donc, on a dans cette phase de droite, de gauche, là, tout ce qui va toucher à l'hypostress. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà eu, toi Stéphanie peut-être, un match de tennis où ton adversaire était faible, très faible, ou qui était complètement désintéressant. Eh bien, c'est pas là que tu vas donner ta meilleure performance. Si, Mhm. hein, donc tu es dans un niveau d'activation qui est trop faible. Et du coup, ça ne marche pas. Tu es, globalement hein, dans du sommeil, de l'inactivité, de l'ennui ou de la fatigue. D'accord? Et donc, forcément, dans ce niveau-là, ça ne va pas marcher. Et tout l'enjeu hein, de ce qu'on a à faire et cette connaissance de soi, c'est de savoir cette zone de maîtrise que j'ai là au milieu, où elle commence et où elle finit, en fonction de ce dont j'ai besoin pour être performant dans l'étape d'après. Et donc, est-ce que j'ai besoin de me stimuler ou de me calmer? C'est-à-dire que si je suis dans cette zone-là,
j'ai besoin de m'activer, donc de me stimuler pour monter dans cette zone de performance. Mais si je suis en hyper stress ici, j'ai besoin de me calmer pour revenir dans cette zone de maîtrise. Cette zone de maîtrise, hein, c'est vraiment la zone où je suis performant, où j'ai de la créativité, où je progresse, où j'ai de la confiance, où je dirais presque, où presque tout est facile. D'accord? Et donc, quand on est dans l'hyperstress, on va trouver de la pression, on va trouver une autre forme de fatigue, de l'anxiété, de la résistance, de l'épuisement, de la perte de contrôle, de la panique, du burn-out, de la dépression. Et ça, il faut réussir à le capter. Et alors, je n'ai pas prévu d'en parler ce soir, mais moi, je travaille beaucoup sur la boussole des émotions pour savoir en fait où j'en suis et ma zone de maîtrise, pour apprendre à me connaître dans la zone de maîtrise. Est-ce que j'ai besoin de baisser, de remonter? Et ça, c'est vraiment important. Et donc, toi, ce que tu disais, Florence, tout à l'heure, hein, c'est que on a vraiment ces deux phases, avant et après cette zone. Soit je suis pas assez, je suis en hypo, soit je suis trop et je suis en hyper. Et dans les deux cas, mon niveau de performance n'est pas optimum. Et plus je vais me rapprocher de cette zone de maîtrise, plus mon niveau de performance va être intéressant. Et donc, on a cette notion de stress optimum. Donc voilà effectivement très rapidement comment ça peut travailler. L'un des enjeux, hein, qu'on a avec les personnes, c'est de leur faire prendre conscience en fait des situations qui les font passer d'un côté ou de l'autre de la barrière. Tiens, qu'est-ce qui va me faire passer en perturbation émotionnelle, en anxiété, en résistance, ou qu'est-ce qui va me faire passer dans l'ennui? Euh, Par exemple, si je reprends un exemple avec un tennisman, euh, j'accompagnais un tennisman et il me disait, Sylvain, chaque fois que le mec en face de moi, il fait des ronds, donc les ronds, hein, c'est des balles qui sont très hautes au-dessus du filet, là, et qui sont comme ça. Et il me disait, mais ça m'ennuie, et ça m'ennuie, et ça, et d'un coup, ça m'énerve, alors je donne un grand coup de raquette, et 3 fois sur 4, la balle, elle sort, et du coup, ça me frustre, ça m'énerve, et je perds le match. Voilà. Et du coup, on a travaillé justement sur cette relation à la balle à la balle ronde. Voilà. Et du coup, à détecter que là, il montait, il montait, il montait, et de continuer à être patient, d'aller chercher d'autres coups, qu'est-ce qu'il peut mettre en place à ce moment-là. Et donc c'est ça pour moi, hein, cette gestion émotionnelle qui va vraiment nous apprendre à savoir où j'en suis, ce dont j'ai besoin, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à obtenir ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est très intéressant. Merci, Sylvain, parce que moi, je vois effectivement sur l'exemple que je disais, que j'expliquais tout à l'heure, c'est effectivement, je suis passée de la fatigue, l'anxiété, enfin voilà. Je sais que la fatigue a été un vecteur extrêmement important où j'ai perdu enfin la maîtrise en fait. Hein, j'étais plus dans ma zone de maîtrise parce que fatiguée. Et voilà. Et du coup, ben, hyper stress quoi. En fait, je suis rentrée dans cette zone d'hyper stress. Très intéressant. Merci. Après, quel que soit ton domaine d'activité où tu es, pour moi, il y a une constante, c'est ce que j'appelle le travail invisible. Le travail invisible, c'est un triptyque qui est sommeil, alimentation, hydratation. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. On ne parle pas Bien de sûr. performance ou quoi que ce soit, hein. C'est juste être bien et réaliser ce que tu as à réaliser. Mais on en discutait tout à l'heure où tu disais que tu allais reprendre de l'activité pour être en forme pour ta conférence. Oui, oui, Et complètement. Non, c'est mais ça, c'est hein, complètement ça. c'est le mouvement, le sommeil, l'hydratation et l'alimentation. Et, Oui, oui, oui. et dans ta vie, tu peux regarder les moments où tu es en résistance, les moments où tu n'es pas bien, juste prendre quelques minutes et dire, OK, tiens, là, mon sommeil, il est comment? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est réparateur? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il n'est pas suffisant? Hmm. Tu vois? Et j'étais il y a quelques semaines avec une personne qui fait du taekwondo. Et elle me disait, Sylvain, tu m'as ouvert les yeux. Maintenant, je sais que chaque fois que je suis pas bien, il faut que je regarde mon hydratation. Parce que pour moi, c'est mon déclencheur. Et dès que je commence à m'éloigner de ma zone, la première chose qui trinque, c'est mon hydratation. Et je bois plus ce que je devrais boire. Et donc, il s'est mis à monitorer Hmm. ses quantités d'eau bues. Et il a dit, ça, c'est automatique. Mais on a travaillé sur identifier, est-ce que c'est plus le sommeil, est-ce que c'est plus
l'alimentation, et on est arrivé à ça. Et après, bon, après, il y a d'autres facteurs, mais globalement, il y a, ça, c'est vraiment le triptyque magique du travail invisible, hein, et quoi que tu fasses dans la vie. Donc voilà, bon, ben, du coup, vous avez eu le slide sur le stress. Une bonne gestion émotionnelle. Alors, cette bonne gestion émotionnelle, effectivement, elle va intervenir sur différents points. Sur différents points. Et donc, on la voit forcément, on l'a vu sur la partie réguler son stress et en compétition ou dans la vie de tous les jours ou à l'entraînement. Mais cette bonne gestion émotionnelle aussi, elle va vraiment nous permettre, dans le temps, de maintenir sa motivation. Pourquoi? Parce que moi, je mets vraiment derrière cette intelligence émotionnelle, cette gestion de l'émotion, cette notion de plaisir et de besoin, en fait. Et donc, forcément, quand je suis dans le plaisir, ma motivation, elle est plus là. C'est quand je commence à être tiraillé, quand ça devient difficile, que je perds le plaisir, que globalement, ma motivation, elle chute. Et donc, apprendre à réagir et à savoir ce dont j'ai besoin, ce qui me fait plaisir, m'aide à maintenir cette motivation dans le temps. Et après, forcément, arrive un moment où bah, il faut quand même un peu de discipline. Et là, c'est bah, j'ai mon plan et je suis mon plan. Cette confiance en soi, cette intelligence émotionnelle va vraiment m'aider aussi à renforcer, à valoriser, à affirmer cette affirmation et cette estime de soi qui va venir travailler et renforcer ma confiance en moi. Et, et effectivement, c'est quand on est dans une émotion qui est plutôt dans des états positifs, forcément, j'ai de la confiance. Par contre, quand mes états émotionnels sont négatifs, je suis dans le doute, je suis dans l'inquiétude, je suis dans l'insécurité. Je ne peux pas avoir confiance dans ces moments-là. Et donc, apprendre à revenir dans ces moments de joie, de plaisir, de bonheur, de bien-être, me permettent de renforcer et d'augmenter ma confiance en moi. Travailler, optimiser sa concentration. Il y a rien de pire qu'une pensée parasite, son dialogue interne. Je ne vais pas y arriver. Ou qu'est-ce que j'ai encore fait comme erreur? Forcément, quand je suis pas bien, mes pensées vont pas bien. Et je me retrouve dans mon triptyque, dans mon cercle, pensée, émotion, comportement. Et donc forcément, je, à partir du moment où mes pensées partent, mon attention part, et forcément, je ne suis plus concentré. Le nombre de fois où vous vous êtes retrouvé à travailler, préparer une présentation, et puis d'un coup, tiens, une petite notification, une petite pensée, ou tiens, je repense à quelque chose. Oh, et si, oh, dis donc, j'ai ma liste de courses à faire ce soir. Ah bah tiens, je vais faire ma liste de courses. Bah, ça y est, j'ai perdu ma concentration parce que je suis parti. Donc vraiment, cette gestion de l'émotion va aussi nous améliorer ça. Développer sa combativité, effectivement, et moi je le mets vraiment avec mieux gérer les difficultés et les échecs. Apprendre à rebondir, à savoir passer les obstacles. La vie, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas facile. Et apprendre à mieux gérer ça, à comprendre, voir ce qui vient m'affecter, à prendre sa responsabilité, qui pour moi est l'une des compétences de l'intelligence émotionnelle, hein, prendre sa responsabilité. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle, qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Ma juste responsabilité va me permettre d'avancer et de mieux digérer mes échecs. La notion de feedback pour progresser et avancer, elle est juste pour moi vitale. Voilà les grands domaines d'apport de la gestion émotionnelle. Alors, après, je vous ai prévu ce soir juste un petit concept que j'utilise, mais qui est pour moi assez révélateur. Ça vient effectivement du sport de haut niveau, mais on va s'apercevoir que à tout moment, on peut se poser et réfléchir et se demander où on en est. On a la tête bleue, la tête rouge. La tête bleue, c'est ces moments où je suis détendu, où je suis expressif, je suis présent, je suis dans le calme, j'ai de la précision, je suis concentré, où c'est facile. Et la tête rouge, c'est l'autre moment, c'est quand je suis tendu, quand je suis inhibé, quand je commence à me concentrer sur le résultat, que je deviens anxieux, agressif, que j'essaye d'en faire plus pour, parce que j'en ai fait un peu moins, je deviens désespéré. Et donc, forcément,
si j'apprends à gérer ces moments de tête bleue, tête rouge, hein, c'est finalement des indicateurs. C'est ces indicateurs qui vont me dire, je suis en train de dépasser une limite ou pas, ou je dois faire des choses. Et donc, si on rentre un petit peu plus en détail dans ces choses-là, euh, dans ces têtes bleues, on est vraiment sur des moments où tout est clair. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser devant un ordinateur ou de préparer quelque chose et que ça soit fluide, que vous avez même pas l'impression d'y réfléchir, et pourtant les idées, elles viennent. Vous êtes dans une discussion, tout est fluide. Ou, ou peut-être, comme exemple aussi dans ces moments-là, de tête vraiment bleue où tout est bien, c'est quand vous rentrez dans un bon bouquin et que au bout d'un moment, vous sortez du bouquin, il y a 2 heures qui sont passées, et limite, vous vous rappelez même plus ce que vous avez lu. Et bien là, vous êtes dans une tête bleue. Et si on va encore un petit peu plus loin, on est ce qu'on appelle dans le flow, et le flow, c'est la zone de génie. C'est dans ces zones-là où nos compétences se mettent en œuvre de manière efficace. Je n'ai pas à forcer, c'est naturel. Et puis les décisions, elles viennent naturellement. À l'opposé, quand j'ai finalement cette tête rouge, je perds le contrôle. Mon esprit est non maîtrisé, c'est-à-dire que j'ai du dialogue interne qui part, des pensées négatives, et je commence à revenir sur les et si. Et forcément, je sors de la zone. Je ne suis plus dans l'instant. Je regarde mon passé. Oh, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis planté, je vais encore me planter. Ou, oh, et si ils n'appréciaient pas, et si j'avais pas la réponse, et si. Et hop, je ne suis plus dedans. Et forcément, la fluidité, l'efficacité que j'avais avant, elle s'envole. Alors, pourquoi arriver à ça? Pour vous amener une idée, une force, un outil. En tête rouge, on est dans des comportements de survie. Et quand on est dans un comportement de survie, on a 3 types de choses qui peuvent, il y a 3 comportements qu'on peut mettre en place. C'est combattre, s'énerver, euh, vouloir en faire plus. C'est vraiment aller au combat. C'est vraiment comme une sensation de peur. C'est votre cerveau reptilien qui met ça en place. Mais c'est intéressant de voir ça parce que vous allez pouvoir vous observer et prendre conscience de dire, tiens, là, je suis en train, la mayonnaise, elle monte, est-ce que je ne serais pas déjà en tête rouge? Et si je suis en tête rouge, en fait, le vrai enjeu, hein, c'est pas de ne jamais aller en tête rouge. On ne peut pas être toujours en tête bleue. Mais par contre, notre enjeu à nous tous, c'est de détecter le plus rapidement possible quand je suis en tête rouge et pour pouvoir mettre en place des comportements qui me permettent de revenir en tête bleue. Et donc, d'avoir identifié quels sont nos comportements naturels quand je suis en tête rouge va me permettre de détecter ces signaux-là. Donc, le premier, c'est combattre. Le deuxième, c'est se figer. Je ne fais plus. Je n'ose plus faire les gestes. Je prends plus de risques. Je reste dans ma zone. Et surtout, je bouge plus. Imaginez, vous êtes une antilope devant un lion. Soit vous vous arrêtez, vous bougez plus, soit vous fuyez. L'antilope, elle ne va pas combattre, hein, je vous rassure tout de suite. Mais par contre, un gorille qui se sent attaqué par l'homme, il va combattre. Eh ben, c'est ça que je vous invite à faire. C'est à identifier dans vos comportements, quand vous n'êtes pas bien, si vous avez plutôt tendance à combattre, en faire plus, vous énerver, vous figer, plus rien faire, dire c'est pas grave, je ferai demain. On l'a tous fait, hein, ça. Ou fuir, abandonner, finalement, c'était peut-être pas pour moi, je vais faire autre chose. Abandonner, demander, changer. Et donc, c'est vraiment ça que moi, je voulais vous amener là, dans ce
dans ce petit moment-là, de vous poser. Et je vais pas vous le faire faire ce soir, mais prenez le temps d'identifier dans votre vie 3 situations où vous avez été en tête rouge et d'identifier quels ont été vos comportements pour pouvoir remonter au déclencheur. Et après, une fois qu'on connaît les déclencheurs, on sait les identifier pour revenir plus rapidement en tête bleue. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas regarder que quand ça va bien, mal. C'est aussi aller regarder ma tête bleue. Quand est-ce que je suis en tête bleue? Qu'est-ce que je fais quand je suis en tête bleue? Quels sont mes comportements pour que je puisse les retrouver et les renforcer, ces comportements d'excellence, ces comportements que j'ai en tête bleue. Ça, c'était tête bleue, tête rouge. Florence ou Stéphanie, vous avez des questions sur ces sujets-là? Non, Non. ça c'est clair pour moi. Non, mais moi aussi. C'est Top. intéressant cette vision tête bleue, tête rouge. Ça vient d'où, Sylvain, ça? Ou c'est Ça vient de l'entraîneur en préparation mentale des All Blacks en 2007. Et, D'accord. ouais. Et ce qui est d'intéressant, c'est que tu peux le travailler en collectif. C'est-à-dire que dans un groupe, moi je l'ai travaillé avec une équipe de France qui préparait une Coupe du Monde pour que les coéquipiers soient en capacité de détecter quand leur partenaire passait tête rouge ou tête bleue, pour Ah pouvoir ouais, trop bien. l'aider à revenir. Et Ah oui. l'exemple, c'est Dan Carter, qui était le plus grand numéro 10 néo-zélandais de rugby, et Richie Mako, et qui raconte que, ils se connaissaient tellement bien que quand donc Dan Carter, il avait tendance à se figer quand il était en tête rouge, et il parlait plus. Et du coup, chaque fois que Richie Mako détectait que Dan Carter lui parlait plus, il lui demandait de lui parler. Dan, parle-moi, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire. Vas-y, raconte-moi, dis-moi. Et ça le ramenait dans les têtes bleues. Ça, c'est vraiment l'exemple de ça. Et ça se fait, c'est hyper, hyper puissant en collectif. Quand tu veux vraiment travailler sur la connaissance du collectif, et toi, et suite à ça, euh, on a mis des zones de sécurité dans la boîte de remplacement. Et c'est des joueurs qui avaient un espace qui, quand ils se retrouvaient en zone rouge, allaient dans cette partie-là. Et les autres joueurs savaient que c'était leur zone de régénération et qu'il fallait pas aller leur parler. Ah, je trouve ça passionnant. Ça me fait penser à un de mes fils, tu vois. Ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est pareil, il se fige et il a besoin de s'isoler. Et c'est exactement ce que tu es décrit là. C'est incroyable. Donc moi, je le sais maintenant depuis longtemps, voilà. Donc je sais qu'il faut le laisser, il faut le laisser. Voilà, il y Voilà. a pas, c'est pas la peine de chercher autre chose, en Ouais. fait. Mais Tu vois, c'est et hyper ça intéressant, mais m'associe je l'avais avec. pas conceptualisé comme ça. Et je trouve ça vraiment passionnant. Merci. Voilà. Voilà, du coup, maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un petit peu ma façon de travailler et la méthode OSER. Alors, Florence, toi, tu l'as peut-être déjà vu par ailleurs, cette méthode OSER. Cette méthode OSER, elle repose sur 4 grands piliers. Les 4 grands piliers sont l'objectif, la singularité, l'environnement et respirer. Alors, chacun de ces piliers est vraiment important et ne peut pas être travaillé sans les autres. C'est vraiment un tout. L'objectif, pourquoi l'objectif? C'est globalement, on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on ne s'est pas fixé. Et donc, il faut forcément avoir une direction pour avancer. Et cette direction, hein, le travail sur l'objectif, c'est aussi l'ambition, c'est être en capacité d'affirmer son ambition et d'aller chercher quelque chose qui fait du sens, quelque chose qui va nous allumer, qui va nous motiver. Et donc, effectivement, là, on va travailler sur cet objectif de où je veux aller. Après, pour moi, cette singularité, c'est vraiment apprendre à se connaître, à être soi-même, apprendre comment je vais réagir, quelles sont mes forces, mais aussi quelles sont mes faiblesses. Vraiment aller travailler sur mes différences qui vont faire mes forces. C'est, c'est aussi connaître et apprendre ces schémas d'excellence
qu'est-ce que moi je mets en place, de quoi j'ai besoin pour réussir. Et de vraiment se recentrer, se reconnecter à soi-même. On a beaucoup parlé de cette gestion de l'émotion, mais c'est vraiment lié avec la singularité. La singularité, pour moi, on emmène aussi ces processus de travail, de performance, d'excellence. J'aime bien dire quels sont mes schémas d'excellence, quelles sont mes zones de génie, qu'est-ce que je vais vraiment euh, avoir de différenciant. L'environnement, c'est vraiment sortir de l'idée que on est sur une île déserte et qu'on doit tout faire tout seul et que rien nous impacte. Il ne faut pas se leurrer. L'environnement, on a au quotidien, globalement, différents niveaux, différents cercles de personnes qui nous entourent. Des personnes proches, des personnes plus ou moins éloignées, des personnes qui vont contribuer à notre épanouissement, d'autres qui vont nous descendre. Et ça va vraiment être de comprendre quels sont ses atouts et les personnes qui viennent m'entourer. Mais c'est aussi tout ce qu'il y a, quelles sont mes ressources. On n'est pas uniquement sur de la personne humaine. On peut avoir des ressources en temps, des ressources matérielles. Et tout ça, c'est bien prendre en compte tout ça, que ça reste. Moi, j'ai vraiment cette image de ces relations humaines qui sont le filet du trapéziste. Le filet du trapéziste, effectivement, il a plusieurs fonctions. Celle de vous rattraper quand vous tombez, et ça, c'est vos amis proches, votre famille, mais c'est aussi un excellent renvoyeur, rebond pour repartir dans ce filet de trapéziste. Et donc, tous ceux qui vont vous entourer et qui vont croire en votre projet vont vous aider. Alors, il ne faut pas non plus avoir que des personnes, que des bénis oui-oui qui vont nous pousser. Parce que sans ça, eh ben, on est dans un monde qui est irréel, un monde de bisounours. Et donc cet environnement doit aussi comporter des personnes qui viennent nous pousser, nous challenger et nous amener à avancer. Donc travailler son environnement, sa relation à l'environnement, les situations dont on parlait tout à l'heure. Et le dernier, c'est respirer. Alors, respirer, c'est déjà et avant tout prendre le temps d'apprécier son chemin et célébrer nos petites victoires. Ces petites victoires qui nous font grandir, qui nous donnent cette confiance-là. Mais c'est aussi un moment particulier pour se réajuster, travailler son feedback, améliorer le Kaizen. Globalement, hein, dans ce temps-là, on s'assure qu'on va toujours dans la bonne direction, celle qui m'anime, celle qui me motive, celle qui a du sens pour moi. Parce que forcément, nos priorités et nos objectifs peuvent changer. Et prendre ce temps de respirer, c'est là qu'on va éviter de se griller. Et c'est dans ces temps-là qu'on va pouvoir travailler notre performance dans le temps fort. Alors voilà, oser, c'est vraiment pour moi une méthode qui s'adapte à toi, mais pas l'inverse. C'est pas à toi de t'adapter à la méthode. Je mets la singularité au cœur de la méthode. Comment ne pas adapter quand on parle de singularité? Et donc, c'est vraiment créer ses propres stratégies personnalisées pour faire face à la pression. Florence ne va pas réagir comme Stéphanie. Sylvain ne va pas réagir comme Christophe ou Gilles. Peu importe. Et là, ce qu'il y a d'important, c'est bien de se comprendre. C'est comprendre soi-même. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous motive? Vers quoi j'ai envie d'avancer? L'idée, c'est bien d'avoir des résultats à la hauteur de nos attentes, mais surtout dans la durée. Et ça, c'est vraiment le travail de fond. Gérer ces situations de stress et des émotions en situations difficiles. On aura forcément des moments difficiles. Alors, on en parle un petit peu moins, mais gérer des situations euphoriques, ça s'apprend aussi. Quand on dit qu'il ne faut pas prendre de décision sous l'euphorie, c'est pas une connerie. Le nombre de personnes qui se sont retrouvées à faire des marathons parce que la veille au soir, ils étaient dans un groupe de copains et c'était super euphorique, et qui le lendemain matin se disent je crois que j'ai signé pour un marathon là. Ça s'apprend. Vraiment, cette gestion du stress pour vraiment rester dans cette zone de maîtrise et pas aller dans le bas ou dans le trop haut. Améliorer significativement sa confiance en soi.
C'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer et continuer à progresser. Voilà. Et donc, ce que je propose, c'est le week-end du 15 et 16 novembre, c'est 2 jours en immersion. 2 jours en immersion sur Paris, un tout petit groupe, 10, 12 personnes maximum. Et je souhaite que ce groupe-là, il soit composé de plus de diversité possible. Mon rêve, c'est d'avoir des personnes qui viennent du sport, de l'entreprise, des cadres, des dirigeants, des leaders, des entrepreneurs, pour que chacun puisse apporter sa vision de l'excellence et des schémas pour avancer. Et le séminaire, il est décomposé en deux grandes parties. C'est le premier jour, on va vraiment travailler sur soi, sur sa singularité, et vraiment venir sur toute cette notion d'objectif, cette ambition. Pourquoi on avance, vers quoi on avance. Identifier forcément ses forces, ses ressources, repérer des croyances limitantes et aidantes. Qu'est-ce qui va me permettre? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui me pousse? Parce que euh, on pense souvent à la croyance qui me limite, mais n'oublions pas qu'on en a beaucoup d'autres qui nous poussent à avancer. Et puis, on fera aussi un petit travail sur notre cartographie de l'environnement. Ceux qui me soutiennent, les freins, les leviers. Là, j'amène des outils qu'on utilise dans l'entreprise, globalement sur de la gestion de projet, mais qui, appliqués à l'humain, nous permettent vraiment d'avancer et de comprendre notre environnement et parfois de changer des choses, d'ajuster. Donc ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, je suis vraiment sur une organisation où on va vraiment venir travailler sur son passage à l'action. Et justement, on verra d'autres outils pour réguler ses émotions. Et notamment, on ira travailler sur de l'intelligence émotionnelle pour transformer ses doutes. Et puis, on va aller faire de l'ancrage et on va vraiment partir sur des exercices concrets, des mises en pratique de tête bleue, tête rouge. On ira aller creuser ces situations. Là, je vous ai proposé de le faire, mais on les travaille. On ira aussi travailler beaucoup de choses autour des qualités et de ce passage à l'action pour que tu puisses repartir avec ton plan de jeu intérieur. Voilà. Comme je vous disais, 15 et 16 novembre, Paris, j'ai loué un petit loft pour qu'on soit au calme et tranquille pendant 2 jours. Les personnes intéressées, tout simplement, vous me contactez. Et pour ceux qui ont eu le courage et le plaisir de venir jusqu'au bout, si vous me contactez et que vous me donnez le mot pression, je vous fais 25% de réduction sur le séminaire pour ceux qui ont eu le courage de venir jusque-là. Voilà. Moi, je suis arrivé au bout de ma présentation. Bon, pour ceux qui veulent aller plus loin en individuel ou pas, ce que j'appelle le briefing du capitaine, c'est 30 minutes de coaching offert pour faire le point et avancer et voir comment on peut vous aider. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci infiniment, c'était passionnant. Franchement, ouais, j'ai beaucoup apprécié et ouais, Merci, merci merci à vous Sylvain. d'être venu. C'était un plaisir de vous avoir. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite. Merci Sylvain, bonne Merci. soirée. Ciao, Merci, bonne ciao. À soirée. bientôt. Au Ciao. revoir, au revoir Au revoir. Stéphanie.